Bonjour et bienvenue au podcast Les Exportants, une initiative du Carrefour Québec International. Mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI. Aujourd'hui, j'aurai la chance de m'entretenir avec Emmanuelle Kaya, coordonnatrice programme marketing chez Humanware, une entreprise qui participe à énormément de salons commerciaux chaque année, soit plus de 70 salons. Donc, Humanware, c'est une entreprise de Drummondville qui compte 170 employés, qui a des filiales au Canada, en Europe, aux États-Unis et, attendez bien, en Australie. Humanware développe des produits pour les personnes ayant des déficiences visuelles ainsi que pour les personnes non-voyantes. Allô Emmanuel, comment ça va? Bonjour Catherine, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus de Humanware. Avant tout, j'aimerais ça te connaître un peu plus. On se connaît de façon interposée par des membres de mon équipe qui t'ont fait intervenir dans une formation, mais qu'est-ce que tu fais, toi, chez Humanware? Chez Humanware, je fais partie de l'équipe de marketing, donc je suis coordonnatrice de programme marketing. C'est une petite équipe qu'on a, mais ça n'enlève pas que c'est un gros marché qu'on s'occupe au niveau de la déficience visuelle. Je m'occupe principalement de foires commerciales, que ce soit au Canada, aux États-Unis. J'ai aussi tous les programmes de promotion qu'on a en vigueur qui sont faits pour notre canal de distribution. Et puis, on a aussi un programme en fait de loyauté pour nos distributeurs. Donc, je m'occupe. Et donc, oui, donc beaucoup de projets qu'on a cette année et depuis l'année dernière aussi. Mais Humanware, ça existe depuis 32 ans. C'est une entreprise québécoise à la base qui œuvre dans le milieu de la déficience visuelle. Et c'est un marché que je dirais qui n'est pas tellement connu de tous, mais c'est un marché existant et très grand et mondial aussi. Et donc, Humanware, on est très fiers d'œuvrer dans ce milieu-là et de soutenir la cause aussi, de pouvoir donner en fait la capacité aux personnes qui ont une déficience visuelle d'avoir leur plein potentiel, participer activement dans la société, puis tout en leur fournissant des solutions technologiques qui sont innovantes. Toi, est-ce que tu as toujours œuvré dans ta carrière en marketing? Oui, donc moi, j'ai fait ma formation à l'université, mon baccalauréat et ma maîtrise en marketing. Donc, c'est vraiment mon créneau fort. Je suis une personne créative, puis je suis une personne aussi qui cherche toujours à améliorer au niveau des stratégies, puis vraiment avoir un contact avec le marché, c'est important. Donc, oui, j'ai toujours travaillé dans ce milieu-là. Là, actuellement, là, on parle, vous autres, vous avez des clients, c'est des non-voyants. C'est Oui, bien ça chez Humanware? Vous faites. Oui, exactement. Donc, la déficience visuelle, en fait, il y a deux créneaux à ça. Donc, vous avez les gens qui ont une basse vision et les gens qui sont complètement aveugles, donc la cécité. Je te dirais que ce marché-là, globalement, dans le monde, c'est environ 140 millions de personnes qui ont une basse vision et on a environ 40 millions de personnes qui en fait, qui sont aveugles complètement. Donc, si je parle au Canada, par exemple, c'est un Canadien sur 4 qui va se considérer comme ayant une basse vision. Ce n'est pas toujours des problématiques qui sont trouvées. Donc, je veux dire, souvent, la personne ne saura pas qu'elle a en réalité une basse vision à un certain degré qui peut être en fait, je veux dire, qui va limiter la personne. Mais il y a plusieurs causes à ça, à la déficience visuelle, puis il y en a peut-être un petit peu plus qu'on connaît, comme par exemple la dégénérescence maculaire qui est liée à l'âge. Vous avez la rétinite pigmentaire, le glaucome, la rétinopathie diabétique. Il y en a plein d'autres qui font en sorte que ce soit pour des jeunes personnes ou pour des personnes qui sont plus âgées, ils vont avoir une déficience visuelle là, qui peut arriver avec le temps, oui. Puis habituellement, au niveau du marketing, toi, tu fais beaucoup de foires commerciales. Comment ça se passe en temps normal? En temps normal, donc pas virtuellement. En fait, chez Humanware, on prend beaucoup la proximité et le relationnel avec notre marché, nos consommateurs, parce que nécessairement, c'est très important qu'une personne qui est aveugle ou une personne qui a une basse vision puisse essayer, toucher nos produits.
parce qu'on s'entend, un besoin d'une personne ne sera pas le même pour une seconde personne. Donc, en réalité, on fait environ entre 70 et 90 foires commerciales, que ce soit des foires qui sont locales, régionales, aussi on en a au national. Puis, c'est rare que des entreprises vont faire autant de foires commerciales dans une année, mais nous, principalement, c'est notre meilleure méthode d'avoir un contact direct avec le consommateur puis pouvoir lui parler, là. Toi, ton rôle dans tout ça, là, c'est quand même beaucoup là, de foires commerciales dans une année. Tu coordonnes ces foires-là? Qu'est-ce que tu fais? Oui, donc je coordonne, en fait, de A à Z tout ce qui est au niveau de la logistique de la foire commerciale, nos activités aussi qui vont avoir lieu. Par exemple, si on a des sessions, des présentations qui sont offertes à notre kiosque, aussi tout ce qui est au niveau du kiosque, donc la création du kiosque, parce qu'il faut nécessairement avoir un kiosque qui permette à des gens qui sont aveugles ou qui ont une basse vision de pouvoir se promener sécuritairement à l'intérieur de ce kiosque-là. Et ensuite, on a aussi parfois des programmes de promotion qui viennent en lien avec la foire commerciale. Donc, les gens peuvent parfois obtenir des promotions qui sont avantageuses s'ils viennent nous voir durant la conférence, ou parfois ils peuvent gagner des produits. Et il y a aussi tout le système de commandite qui est autour des foires commerciales que je m'occupe, là. OK. Puis vous, les foires commerciales là, dans lesquelles vous participez, c'est le consommateur final qui est là-bas ou c'est des distributeurs? En fait, on va avoir un peu tous les marchés. Donc, dépendamment de la foire commerciale, on va avoir des conférences qui sont un petit peu plus axées sur l'apprentissage. Donc, on va parler ici à des professeurs, des éducateurs qui sont plus spécialisés dans la déficience visuelle. On va avoir ce type de marché-là. On va avoir des consommateurs finaux. Donc, on va avoir des gens qui viennent vraiment pour pouvoir connaître un peu plus quels sont les produits qu'ils peuvent utiliser. Et on va avoir aussi certains distributeurs qui vont pouvoir venir nous voir. Puis on fait aussi certains partenariats aussi avec d'autres associations, des organisations qui sont dans l'industrie. Donc, c'est vraiment un grand rassemblement qu'on fait là, pendant ces foires commerciales-là. Là, ma question, c'est maintenant avec le virtuel et le COVID, comment ça se passe? Ça se passe, je disais que c'est très, très mouvementé, dépendamment d'une foire commerciale à l'autre. On va avoir un peu des gens de tous les milieux qui vont rejoindre les foires commerciales virtuelles parce que souvent c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est souvent fait sur des liens, par exemple, comme Teams, on va avoir des Zooms, des plateformes qui sont gratuites et accessibles parce que ça, ici, c'est en fait, le mandat initial dans cette industrie-là, c'est que les plateformes à la base ne sont pas tout le temps accessibles. Donc, les gens doivent être capables de se diriger par eux-mêmes sur ces plateformes-là. Et donc, ça a été un petit peu plus ardu au début de l'année virtuelle pour les entreprises de pouvoir concevoir, en fait, ces plateformes-là. Maintenant que c'est fait, ça fonctionne bien. Je dirais qu'on en fait un petit peu moins que 70 par année parce qu'il faut les choisir. Il y en a énormément. Et donc, on a une section qui va être vraiment dédiée à l'exhibition, donc vraiment comme une foire commerciale avec un kiosque virtuel. Et on va avoir aussi des activités qui sont incluses comme des sessions et des périodes de questions live qui permettent en fait qu'on puisse garder un certain contact avec les gens. Mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose étant donné qu'on n'est pas là en personne à pouvoir démontrer physiquement un produit. Donc, on essaie au mieux de notre capacité de pouvoir faire ça de façon virtuelle avec beaucoup de descriptifs. On a aussi en fait, on appelle ça des captions qu'on met aussi sur nos vidéos, nos sessions pour qu'on puisse avoir des gens qui ont, peu importe leur déficience, que ça soit accessible pour eux pour avoir l'information. Mais quelqu'un de non-voyant qui participe par Internet à une foire commerciale, c'est quand même pas évident. C'est pas évident. Je dirais que ça a été beaucoup d'apprentissage au tout départ. Donc, maintenant, en fait, les gens qui ont une déficience visuelle, pour la plupart,
sont déjà actifs technologiquement, donc ont déjà fait cet apprentissage-là à la base. Maintenant, c'était de vraiment se perfectionner pour pouvoir suivre, par exemple, des cours en ligne, les sessions en ligne, pouvoir se rendre sur les plateformes. Mais souvent, ce qui est donné par rapport, en fait, l'entreprise qui fait la conférence va souvent donner un support technique et des formations aussi pour que les gens soient capables de se diriger par eux-mêmes dans les sessions. OK, je comprends. Puis c'est quoi le plus gros défi que vous avez rencontré cette année? Le plus gros défi, je dirais, c'est que au niveau des foires commerciales, là, si on vient spécifiquement parler de ça, le plus gros défi, c'est que en fait, notre matériel qu'on utilisait lors des conférences, c'est du matériel qui est fait pour être donné physiquement ou justement nos produits qui sont là, c'est de démontrer physiquement nos produits. Bien, dans ce cas-là, toute cette partie-là, très, très, très importante, n'est plus là. Donc, il fallait vraiment revoir notre stratégie à comment qu'on peut vraiment bien démontrer nos produits, bien les expliquer et emmener notre matériel à un second niveau qui est plus facile à échanger, à rendre accessible en ligne. Ça a été le plus gros, je dirais, la plus grosse problématique du départ qu'on a. On s'est bien préparé à ça, mais c'est la préparation de tout changer qui fait que c'est le plus gros challenge, je dirais, dans le domaine. Oui. Avez-vous réussi à surmonter cette épreuve-là? On a réussi avec les moyens que nous avions et le peu de temps, parce que souvent, pour le préparatif d'une foire commerciale qui était supposée être physiquement en personne, qui est changé virtuellement à la dernière minute. On essayait de vraiment changer notre matériel le plus possible avec nos équipes à l'interne. Donc, nos équipes ont travaillé fort pour pouvoir produire plein de contenu aussi qui est disponible à tous. Et on a aussi, avec ça, inclus une application qui permettait aux gens d'aller chercher du contenu, peu importe où ils sont dans le monde, avec n'importe quel appareil. Comme ça, on rend l'information le plus accessible possible pour tous. Ouais. Ça vous a amené à bâtir des nouveaux outils de communication avec vos clients. Est-ce que vous allez continuer à utiliser ces outils-là dans le futur? C'est certain parce que, en fait, avec le temps, on se rend compte que la pandémie a fait en sorte qu'il va toujours avoir un segment qui va rester virtuel. Donc, pour les foires commerciales, par exemple, on va souvent avoir des foires qui sont hybrides. Et donc, on va avoir peut-être des sessions qui vont rester en ligne, tandis que des gens vont pouvoir aller en personne. Donc, il va toujours avoir ce segment-là qui va rester. Donc, le matériel qu'on a créé, on va continuer dans ce sens-là, euh, malgré qu'on va pouvoir quand même aller sur place et pouvoir enfin pallier au fait que faire des démonstrations virtuelles, c'est pas toujours aussi efficace que d'être en personne pour pouvoir démontrer un produit, parce que nécessairement, une personne qui est aveugle a besoin de toucher le produit, de l'essayer. Une personne qui a une basse vision aussi, c'est important qu'elle l'essaie, parce que la basse vision n'est pas la même pour tous. Donc, une personne qui voit d'une façon ne va pas voir de l'autre façon qu'une autre personne le fait. Donc, pour les contrastes, essayer des contrastes, des grossissements différents des appareils, que les manipulations aussi, c'est important de voir si la manipulation est ergonomique pour la personne aussi. Donc, Ah, je comprends. Parce que dans le fond, c'est un outil vraiment d'appui au quotidien, là. C'est ultra essentiel là, pour ces exact. gens-là qui ne voient pas Oui. bien. Ces gens-là, en fait, utilisent nos produits à tous les jours. Et souvent, la technologie qu'on offre fait en sorte que ces gens-là sont vraiment inclus dans la société, ils restent actifs. Mm. On peut parler, par exemple, d'une personne âgée qui ne peut plus lire, c'était son activité favorite, juste pouvoir signer des chèques, lire leur posologie, c'est très important pour faire des petites tâches dans la journée, comme par exemple une personne qui est complètement aveugle, un étudiant qui est à l'école, à la maison, doit rester connecté avec son professeur, doit être en mesure de faire ses devoirs par lui-même, d'écrire aussi et d'être connecté avec ses amis, là, bien entendu. Dans les foires commerciales là, que vous faisiez peut-être avant la pandémie, mais même en virtuel, là, est-ce que vous avez
Le défi d'aller chercher l'attention du client ou c'est déjà gagné un peu d'avance parce qu'ils vous connaissent puis vous avez pas mal, le monopole dans le secteur? En fait, on a déjà des bonnes communautés qui sont très bien établies, je dirais, au niveau du marché de la cécité. Donc, c'était facile d'aller rejoindre les gens, mais avec tout ce qu'on a fait virtuellement, on est allé chercher encore une plus grande communauté qui, je dirais, s'est resserrée avec le temps, qui reste avec nous, qui sont très, très loyales. Euh, pour la base vision, c'est un marché, je dirais, qui est un peu plus segmenté. Et donc, c'est un petit peu plus difficile de rejoindre ces gens-là parce que, par exemple, je vais donner encore l'exemple des personnes âgées. Les personnes âgées ne sont pas nécessairement tous connectés au monde virtuel. Donc, pour ce segment-là, un petit peu plus difficile. Mais je pense qu'en somme, on a vraiment pu exploiter au maximum les communautés que nous avions déjà, puis on les a optimisées avec le temps. Puis c'est quelque chose qu'on va aussi continuer à travailler parce qu'on veut rejoindre le plus de monde possible dans le marché et dans le marché potentiel qu'on n'est pas allé encore chercher. Mais comment vous allez les chercher les nouveaux clients? Euh, Bien, souvent, c'est par l'entremise de certaines associations, organisations qui sont dédiées aux causes bon, des maladies oculaires, que ce soit aussi des associations qui sont en réhabilitation. On a aussi beaucoup de partenaires d'affaires qui sont dans le monde ou aux États-Unis, comme par exemple le American Foundation for the Blind. Nous avons aussi le American Printing House for the Blind qui lance eux autres aussi des messages qui sont très, très, je dirais, qui sont vus par beaucoup, beaucoup de gens dans le monde et dans certains pays aussi. Et puis, nous avons des collaborations de produits avec certaines de ces associations-là. Donc, Humanware crée des produits pour ces associations-là qui sont vendus aux groupes, aux communautés qu'on rejoint un petit peu moins directement. Donc, on a quand même une bonne visibilité là, et une notoriété dans ce milieu-là. Là. Ben, c'est incroyable parce que Humanware est basé à Drummondville. Oui, D'être un oui, peu partout comme ça, moi, je trouve ça fantastique, là. oui, oui, ben puis ça l'a. En fait, Humanware a grossi énormément dans les dernières années. C'est une croissance, là, je dirais, florissante pour l'entreprise. On a 2 bureaux ici au Québec parce que, bien entendu, c'est notre siège social. Donc, Humanware, entreprise québécoise, donc un bureau à Drummondville, un à Longueuil. Mais on est aussi dans le monde ailleurs. Nous avons un bureau qui est en Floride, un au Royaume-Uni, un aussi en Australie pour qu'on puisse être en mesure de vraiment couvrir tous les besoins et d'aller parler aussi aux marchés qui sont un petit peu plus éloignés de nous. Mais c'est quand même, nos produits sont quand même distribués dans 170 pays. Donc, c'est un grand marché, oui. Puis c'est quoi le défi marketing d'être aussi, dans le fond, diversifié sur les marchés? Est-ce que toi, tu as adapté, tes outils marketing selon les marchés? En fait, on n'a pas le choix de le faire. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est un défi en soi parce qu'il faut savoir localiser l'information dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Tu sais, nos produits sont déjà faits en plus de 50 langues différentes. Donc, déjà là, il y a cette localisation-là d'informations qui doit être faite. Il y a aussi au niveau de l'accessibilité, ce n'est pas un marketing qui est en fait si traditionnel que ça, étant donné qu'il faut prôner vraiment l'accessibilité des messages. Et ça, tout ce qui est fait selon le web, selon du matériel imprimé. On a, par exemple, un caractère plus gros sur nos écritures que nous devons utiliser. Il faut qu'on s'assure aussi que tous nos textes, nos contenus et nos pages web soient accessibles pour tous. Donc, c'est vraiment un autre type de marketing qui n'est pas essentiellement basé sur en fait, les illustrations et l'image, mais bien sur l'importance du contenu pour pouvoir expliquer, informer notre clientèle. Ouais. J'aurais envie de te poser la question parce que tu relèves plein de défis, là, mais ce serait quoi ton meilleur conseil à quelqu'un, une junior là, qui est en marketing puis qui commence à faire des foires commerciales avec l'entreprise, là? Ce serait quoi ton meilleur conseil que tu pourrais donner? En fait, l'organisation, c'est un atout
Inestimable, je veux dire, parce que souvent, quand vous allez faire des foires commerciales, bon, vous allez avoir plusieurs mandats, un après l'autre, qui vont nécessiter de la logistique. Donc, il faut vraiment être capable d'établir un plan étape par étape pour pouvoir bien faire la logistique et ne pas oublier une étape importante en soi. Donc, je dirais que c'est plutôt ça. Et aussi au niveau du relationnel, c'est très important même si vous n'allez pas parler, par exemple, à un partenaire ou le client en tant que tel, les personnes qui créent ces foires commerciales-là sont très importantes. La relation qu'on a année après année avec ces gens-là se développe et je veux dire, ça vous apporte aussi des opportunités parfois qui vous permettent de personnaliser des commandites, personnaliser vraiment votre kiosque un peu plus et donc ça l'emmène à un autre niveau, la foire commerciale là, pour l'entreprise, oui. Est-ce que tu penses, Emmanuel, que vous allez conserver, tu parlais tantôt, là, les foires virtuelles vont rester un petit peu hybrides. Est-ce que tu penses que le COVID a changé un peu la façon de faire des affaires, puis la façon de faire le marketing? Oui, ben, c'est sûr que ça l'a influencé beaucoup, beaucoup en termes de l'efficacité du marketing pour certaines entreprises que peut-être le marketing n'était pas une priorité en soi, une priorité stratégique. Maintenant, ça l'a emmené que le marketing a été mis de l'avant étant donné que le secteur vente était très touché par la pandémie. Donc, le marketing venait pallier un peu plus à cette problématique-là. Euh, je crois essentiellement qu'on va, et je ne veux pas dire des séquelles, mais qu'on va rester en fait avec euh, certaines stratégies de la pandémie qui vont rester au niveau du marketing, qui, en fait, ça a même propulsé le marketing à un certain degré. Mais tout ce qui est au niveau, par exemple, des foires commerciales, si on veut un petit peu plus spécifiquement aller dans ce point-là, euh, il, en fait, les foires commerciales vont devoir revenir physiquement dans un certain temps. On remarque que, en fait, c'est super d'être virtuel et que ça emmène aussi la globalisation, que les gens puissent vraiment partout dans le monde participer à certains événements. Mais par contre, une foire commerciale, c'est là pour vraiment emmener le côté relationnel la proximité du consommateur aussi qui sont importants dans le domaine dans lequel on est, mais surtout dans beaucoup d'autres industries. Je voyais beaucoup de sondages qui ont été faits par rapport aux foires commerciales. On voit qu'il y a une fatigue qui se crée Mmh. dans le temps parce que les gens sont un petit peu tannés d'être connectés virtuellement. Donc, on n'a pas le même sentiment d'attachement envers ces foires-là ou envers en fait, les actions qui vont être menées ensuite à la foire commerciale. Donc, cette proximité-là devra revenir et c'est vu dans plusieurs industries en ce moment. Puis je pense que les gens attendent ce moment-là avec impatience. Là, on le voit déjà aux États-Unis, ça commence à revenir peu à peu. Je pense qu'un jour, on va être en mesure de refaire des foires commerciales qui sont en personne de façon sécuritaire, mais rendu là, on va voir comment que ça va changer les choses là, au niveau des kiosques et des conventions, oui. Mais c'est vrai que l'achat d'un produit, c'est aussi l'expérience qu'on vit, Exact. le souvenir, l'émotion qui est attachée à ça. Mais il y a quelque chose que tu m'as dit tantôt qui m'a je suis restée accrochée. Maintenant, peut-être depuis ce que vous avez mis en place avec la pandémie, vous avez créé un lien peut-être un peu plus étroit avec une clientèle. Est-ce que vous allez maintenir ce lien-là entre les visites physiques? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on va faire comme nous aussi, si ça tombe dans un mode hybride. En fait, notre stratégie va être de rester dans un mode hybride aussi. Donc, on a, comme par exemple, on voit dans certains pays en ce moment, c'est plus tellement la pandémie. Donc, on fait déjà en fait, ce parcours-là qui est une forme hybride, qu'on continue à offrir des services virtuels qui sont gratuits, donner notre support le plus possible aux personnes qui sont à la maison en ce moment. Et en fait, avec la possibilité d'aller en personne, parfois, ça nous permet vraiment de donner ce petit
ce petit ouf de, de contact chez les gens, mais c'est sûr qu'on va continuer dans cet axe-là. Et je pense que la pandémie a fait que ça nous a amené à quand même bien mieux gérer la communauté qu'on avait autour de notre marque. Puis, je pense que c'est bénéfique aussi pour bien des entreprises qui ont su le faire, là. Puis au sein de l'équipe d'Humanware, là, vous avez changé un peu vos façons de faire. Est-ce que vous avez eu à aller chercher des nouvelles personnes pour appuyer l'équipe? Euh, En fait, oui et non. Je dirais qu'on avait une équipe dans l'ensemble qui était complète. Au niveau du marketing, c'est sûr que nous, dans nos projets, on avait le site web qu'on veut refaire pour que il soit encore plus accessible qu'avant. Puis, on veut vraiment que le site web puisse être un canal d'information qui est effectif. Et donc, on fait affaire avec une agence externe parce que tout faire à l'interne, c'est une tâche énorme pour un site web qui est relié à plusieurs pays et qui, en fait, on fait de la vente aussi en ligne sur notre site web. Donc, c'est important d'optimiser ça. Puis, on avait besoin des conseils de personnes spécialisées pour les sites web. Donc, je dirais pour l'externe, c'est un peu ça. Au niveau de nos vidéos, on est capable de le faire par nous-mêmes. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de vidéos, des contenus, que ce soit des tutoriels, que ce soit des démonstrations virtuelles. On les fait à l'interne, mais pour ce qui est vraiment des vidéos commerciales, souvent, c'est des agences externes qui vont venir nous aider pour avoir quelque chose qui est plus étoffé, plus professionnel au niveau du vidéo. Oui, je dirais que Dans le c'est fond, environ ça. vous êtes un noyau marketing au Québec. Est-ce qu'il y a des gens de votre équipe qui sont situés dans les autres bureaux à l'international? En fait, on a centralisé le marketing, donc on gère vraiment la portion marketing ici au Québec. Dans nos plus gros bureaux, que ce soit au Royaume-Uni ou en Australie, qui sont des bureaux de vente, on a quand même des gens qui viennent supporter certaines tactiques qu'on va faire. Donc, nous, on va venir vraiment développer l'idée et leur lancer l'idée pour qu'ils puissent ensuite la mettre en forme et en fait, que ça devienne une action qui est réelle dans leur pays. Donc, oui, donc on a quand même des gens hors de notre département qui viennent nous aider, donc on fait le lien avec eux, mais vraiment, tout est centralisé ici. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même une certaine différence culturelle. Oui, il y a une différence culturelle, mais en fait, dans nos équipes, on est vraiment multiculturel. Puis je pense que c'est un point fort chez Humanware parce qu'on adore travailler avec toutes ces personnes-là qui sont à travers le monde. On s'entend bien là-dessus, mais oui, il y a une différence culturelle au niveau de la façon qu'on travaille et aussi dans le marché. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est on a des réunions de groupe qui nous permettent vraiment de parler, de discuter de ce qui se passe dans nos régions et puis de pouvoir aussi diversifier certaines idées qui vont être mieux faites d'une certaine manière dans un pays et plutôt dans l'autre, ils vont prendre l'autre manière. Et ensuite, on va faire un petit wrap-up de ce qui a été fait, puis si ça a bien fonctionné. Puis c'est comme ça qu'on voit les différences qui cheminent là, de pays en pays. Ouais. Ah, ben ça, c'est intéressant. T'aurais-tu un exemple? Euh, Quand je parlais tantôt de la localisation de produits, là, ça, c'est quelque chose quand même qui est grand. Quand on fait des brochures officielles de produits, des lancements de produits, ça arrive que, en fait, il y a certains termes qu'on utilise, que ce soit même en français ou en anglais, qui découlent que si on dit ça, par exemple, au Royaume-Uni, ils ne comprendront pas ou ça va vouloir dire quelque chose d'autre. Donc, ça arrive souvent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est plusieurs à réviser ces contenus-là parce qu'on ne veut pas que ça arrive, bien entendu. Puis, c'est sûr que c'est très difficile des fois de traduire le contexte anglophone vers le contexte francophone parce qu'en technologie, en anglais, c'est des termes précis, mais en français, on n'a pas toujours ces termes-là qui sont existants. Donc, on va venir un petit peu plus étoffer au niveau des descriptions françaises. Au niveau du marché, ça change toujours. C'est sûr que dépendamment aussi si on est dans un marché émergent ou un marché qui est très développé, il va y avoir aussi des contextes d'utilisation de produits qui vont être très différents. Donc,
parfois, il y a une façon de vendre le produit qui ne fonctionnera pas dans un pays où, par exemple, quelqu'un ne peut pas acheter un produit technologique. Ça peut être aussi vis-à-vis des gouvernements, comme par exemple au Canada, ici, on a les gouvernements qui sont vraiment un petit peu plus établis au niveau du marché, par exemple, pour les subventions ou que ce soit au niveau de la taxe du produit qui est fait pour quelqu'un qui a une déficience visuelle. Donc, on n'aura pas le même contexte d'achat, je dirais, dans les pays différents. Ouais. Donc, c'est important de s'adapter. Exactement. L'adaptation, il faut qu'on le fasse quand on exporte à l'international. Il faut vraiment apprendre au sujet des pays, comment ça fonctionne, justement le point de vue gouvernemental, les subventions, aussi les commissions scolaires pour nous, parce qu'on a beaucoup, notre marché est très ciblé au niveau de l'éducation. Donc, on a beaucoup de référents. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement le consommateur final qu'on parle, mais ça peut être des référents tels des professeurs, des commissions scolaires. Donc, il y a vraiment un message qu'il faut qu'on diversifie à toute cette population-là à qui on parle. Je te remercie, Emmanuelle. C'est vraiment intéressant. Je trouve que, en tout cas, je trouve que c'est bien que tu sois chez Humanware. Je connais bien Yves Boisjoli, là, en fait, mon Oui, président de conseil d'administration. Vous êtes comme une petite famille, puis je trouve que oui. tu es un bon élément pour l'équipe. C'était vraiment intéressant de discuter avec toi. Merci, c'est gentil. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Puis oui, je dirais que Humanware, c'est vrai qu'on est peut-être une petite équipe, mais on soutient vraiment la cause dans laquelle on travaille. Puis je pense que c'est ça qui nous unit, tout le monde, puis mondialement. Puis c'est une belle entreprise, vraiment. Là. Puis Oui. on est fiers que ça soit québécois aussi. Ah, oui, c'est une belle fierté. C'est une belle Merci fierté. beaucoup. Ça fait plaisir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt! Puis Ariane, mais c'est vrai, Yves, l'air est tellement drôle.